Voici une émission produite par la télévision communautaire du Kamouraska. Saviez-vous que la meunerie de groupe Dinaco récupère les contenants de pesticides vides des agriculteurs? Plusieurs centaines de contenants sont récupérés chaque année. Ils sont nettoyés et acheminés vers un centre de recyclage spécialisé pour être réutilisés. Hey Tom! Oui. Tiens, je te fais un petit déjeuner ce matin. Ah, merci. De rien? Puis le lait, lui? Non, non, mais le lait, c'est dans une autre émission. Hein. Ah, ouais, ouais. Bon appétit! Merci. Cette semaine, pour le pied ferme, on se fait petit car nous parlons de grande culture. Nous allons rencontrer Olivier Pelletier-Proux qui s'intéresse à la culture biologique. Également, nous rencontrons Gaétan Grondin qui nous parle aussi de ces cultures. Alors restez des nôtres car dans un moment, on s'intéresse aux céréales. Au niveau des céréales biologiques, on a de l'avoine grain mélangé, puis on a du lin en céréales, en biologique. Dans les productions conventionnelles, on a de l'avoine nue, on a de la céréale d'automne, du blé d'automne, puis on a du pois OK. dans les cultures, OK. qui sont destinées pour l'alimentation des porcs. OK. Puis on a du foin pour l'alimentation des moutons. OK. Ce que vous avez ici, dans le fond, chez vous. Oui, c'est OK. ça. Puis c'est quoi la particularité de chaque culture côté céréales? L'avoine nue, la grosse avantage de l'avoine nue, c'est son avantage au niveau de l'alimentation des animaux. Elle est assez facile à digérer pour les animaux, elle est riche en protéines, puis elle est très riche en énergie. Fait que quand tu amènes ça pour balancer ça dans une ration pour les porcs, ça permet de couper beaucoup les quantités de maïs dans l'alimentation. Puis c'est peu exigeant en fertilisation, c'est peu exigeant en herbicides, parce que ça compétitionne assez bien les mauvaises herbes. Fait que là-dessus, ça fait partie des avantages de l'avoine. La culture, c'est une culture qui est relativement courte. Entre le semis et la récolte, le temps est assez court. Fait que ça permet au niveau des semis, d'étaler les semis. Exemple, on sème notre avoine nue de bonne heure. Le lin, exemple, le lin, les pommes de terre assez de bonne heure. Après ça, on peut semer l'avoine nue. Après ça, on sème le pois. Après le pois, les semis sont pas mal finis. OK. Quand tu arrives d'un battage, tu bats le pois, tu bats l'avoine, puis tu bats le lin en dernier. Fait que ça permet d'étendre les semis puis d'étendre les battages. OK. C'est intéressant pour ça. L'avantage de la céréale d'automne, c'est la même affaire que le pois, c'est que ça étire les battages puis les semis. La céréale d'automne, on le sème fin août, début septembre, puis on le bat mi-août à peu près, OK. que les battages se font. Fait on commence à battre les céréales d'automne, après ça, on embarque dans toutes les autres cultures. Fait que c'est intéressant, ça permet d'optimiser la batteuse, puis le semoir. Puis au niveau de la fertilisation, c'est assez exigeant en fertilisation. Mais au niveau des contrôles de mauvaises herbes, c'est super parce que toutes les annuelles, quand tu fais ton travail de sol à l'automne, après ça, tu fais ton semis, là, ta graine de mauvaises herbes pousse en même temps que ta céréale d'automne. Là, tu as toutes tes annuelles qui poussent, puis après ça, l'hiver arrive, ça gèle. Ouais. Quand ça gèle, toutes tes annuelles, ils meurent par la gelée, mais ta céréale d'automne reste là. Fait que quand que le printemps arrive, ta céréale d'automne part à décoller parce qu'elle est déjà implantée. Fait que toutes les annuelles qui peuvent pousser entre-temps, ils se font envahir par la céréale d'automne. Puis on se trouve à avoir un champ qui est relativement assez propre, là, sans annuelles. Là. Ça fait partie des gros avantages. Vos cultures que vous avez ici, vous en servez justement pour nourrir les animaux que vous avez ici, mais est-ce que vous faites de la commercialisation également? Au niveau des productions biologiques, au niveau des céréales biologiques, la totalité est vendue.
OK. Il y a une partie des céréales biologiques qui est vendue locale à d'autres producteurs. Exemple, les céréales mélangées, j'ai vends à un producteur laitier OK. qui est en Qui biologique. est en bio, OK. Fait que lui, il préfère faire des fourrages. Puis moi, j'ai produit sa céréale, puis on se transporte en tracteur. C'est pas loin, c'est proche. Ça fait bien pour ça. Le lin, ça s'en va plus loin, à des marchés comme pour l'huile, par exemple. C'est plus difficile de réussir à classer pour l'huile, mais la valeur est assez intéressante. Fait qu'au niveau des productions biologiques, c'est vendu parce qu'on n'a pas de production animale biologique pour le consommer, là. OK. C'est quoi la charge de travail pour s'occuper des grandes cultures? Tout ce que vous avez en tant que grande culture ici, ça vous demande quoi comme travail? Disons qu'on part du printemps. Au printemps, on herse les champs. On travaille le sol, préparer le lit de semences, ramasser les roches. Après ça, on fait les semis. Après ça, on regarde pour faire les arrosages d'un céréal au niveau des mauvaises herbes. Après ça, à partir de la fin juillet, aller jusqu'au début de septembre, on a de l'endannage à faire, endannage des céréales. Après ça, début mi-août, battage des céréales d'automne. OK. À peu près 15 août, fin août, travail du sol, fertilisation des champs pour ensemencer la céréale d'automne. Semis vers la fin août. Quand on est rendu dans la période du lin, on a le fumier à étendre avant le 1er octobre. OK. Quand tu ajustes ta ventilation dans ta batteuse pour sortir toutes les particules légères, ça s'en va. Fait toutes les feuilles, les bouts des cales de graines, ça s'en va au vent dans ta batteuse. Mais ça s'en va pas. Fait que là, ça s'accumule sur tes passes de batteuse, ça bouche. Tout ton grain sort en arrière, t'es plus capable de le récupérer. OK. Fait que ça va Fait que pas tu bien. perds, ouais, c'est ça Tu perds qu'on du perd, rendement. là. OK. Fait qu'en endannant, ben ça, si tu as une bonne infestation de mauvaises herbes, là, ben ça sèche parce qu'il est coupé. Fait que ça fait comme du foin, il sèche. Au bout de 3, 4, 5 jours, c'est sec, tu peux battre. Tout est au même poids, tout est léger. Tu as juste ta batteuse, tu t'en vas. C'est plus rapide pour battre, c'est moins dur sa batteuse. C'est un petit peu plus dispendieux parce que c'est un passage supplémentaire d'endannée, mais tu économises au niveau du séchage parce que tout ton grain est au même niveau de maturité. Tu n'as pas de grain vert. Fait que c'est intéressant là-dessus. Ça a des avantages, puis ça a des désavantages. OK. Ça dépend, c'est pas... Endannée, tu n'en donnes pas systématiquement partout en même temps. Tu en donnes des morceaux, des parties. OK. Ça dépend de la saison. Comme cette année, ça devrait pas être nécessaire d'en donner des grosses parties OK. cette année. Parce que les récoltes sont assez belles en général. OK. Pourquoi avoir choisi la culture biologique? Parce que là, le travail doit être différent un peu. Père tripait pas ben ces herbicides. Fait que là, on faisait de la céréale d'automne. On a commencé à faire de la céréale d'automne la première année qu'on a commencé à cultiver. OK. Parce qu'on mettait pas d'herbicides. Fait que là, on avait harcé le champ tout l'été pour détruire tout bien le chien dent. Implante la céréale d'automne. Puis après ça, on faisait les battages l'année d'après. Quand on est tombé à 300-350 acres, c'était bien beau dire arse pour détruire la mauvaise herbe. Mais là, à un moment donné, il mouille, puis il mouille, puis il mouille, puis il fait pas soleil longtemps. Puis là, il faut finir de semer pour les dates, parce que sinon, ça poussera pas. Fait que là, hop, à un moment donné, on sème un petit peu trop vite. Pas capable de bien contrôler la mauvaise herbe. Là, c'était infesté. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Fait que là, plutôt que de perdre la récolte, on a dit, bon, ben, on va arroser. Fait que dans ce temps-là, on n'était pas certifié biologique. OK. Puis là, on a dit, bon, ben, on va arroser. Puis là, on a arrosé. Hey, là, tout a planté. Un champ, il est venu beau. C'était super beau. Les gros épis, c'était chargé. C'était génial, tu sais. Pour sauver du temps, ben, là, on s'est mis à arroser. Puis après ça, ben, on manquait de temps. Fait que là, on travaillait trop vite. Fait qu'on faisait mal notre ouvrage. Ça faisait de la mauvaise herbe. Fait que pour récupérer nos erreurs, ben, on utilisait des herbicides aussi. Fait que ça a permis à patcher plein de problèmes. Au départ, on aimait la philosophie biologique, mais on n'était pas capable de la respecter parce qu'on manquait de fumier, manquait de temps, manquait de machinerie pas assez grosse. La machinerie aurait été plus grosse, on aurait fait l'ouvrage plus vite, mais... Fait que là, je faisais certifier des parcelles de terre qui étaient à la ferme, qui étaient conventionnelles. On les faisait certifier biologiques. On prenait 3 ans pour faire la transition. Puis après ça, on les faisait transférer biologiques. Puis là, je faisais mes rotations de patates dessus. Puis à chaque année, j'en refais transférer en biologique pour faire mes rotations de pommes de terre. Fait que là, ben là, on s'est mis à faire de la céréale. Fait que là, j'ai fait n'importe quelle sorte de céréale pour n'importe quel marché. Des fois, vraiment pas intéressant, des fois plus intéressant. Fait que puis là, c'est là que j'ai décidé finalement de garder une production de lin.
Le défi de la production conventionnelle, c'est d'être capable de survivre. Puis le défi de la production biologique, c'est d'être capable de survivre parce qu'il faut que tu sois capable de sortir des rendements. C'est pas le prix qui manque en production biologique, c'est le rendement. OK. On a fait déjà pas mal de chemin. Fait que si j'ai d'autres opportunités pour produire d'autres sortes de Ben ouais. céréales, probablement que je vais le suivre. OK. Mais il va falloir que je surveille l'ouvrage. Qu'est-ce qu'un milieu humide? Il s'agit d'un écosystème de transition entre les milieux terrestres et aquatiques. Il regroupe l'ensemble des sites saturés d'eau ou inondés pendant une période suffisamment longue pour influencer, dans la mesure où elles sont présentes, les composantes sol et végétation. Les milieux considérés comme humides sont les rivages, les étangs, les marais, les marécages et les tourbières. À l'intérieur d'un bassin versant, ces petites usines de filtration et d'épuration contribuent grandement à l'amélioration de la qualité de l'eau, de même qu'à la gestion de l'eau des territoires. Au niveau de votre entreprise, les milieux humides sont tout aussi importants car ils collaborent grandement à une gestion durable de l'eau en atténuant les problèmes d'érosion des berges et de pollution diffuse. En fait, dans le cycle de l'eau, ces milieux jouent un rôle important de filtre et d'éponge, sans compter qu'ils sont un refuge irremplaçable pour les espèces fauniques et un lieu idéal pour la pratique de nombreux loisirs. Le rôle d'épurateur qu'occupe le milieu humide n'est point négligeable car il est un constituant majeur pour l'obtention d'une meilleure qualité de l'eau. À cet effet, on lui reconnaît, entre autres, les fonctions de filtrer l'eau et de la libérer de ses sédiments. De plus, il permet de réduire les concentrations en aliments nutritifs, pathogènes et contaminants présentes dans le cours d'eau. Le milieu humide a la capacité de retenir et d'emmagasiner une grande quantité d'eau qui s'avère une réserve d'eau intéressante lors des périodes de sécheresse. Il permet également de ralentir le débit des cours d'eau et ainsi de prévenir l'érosion massive de ses rives. C'est aussi un lieu de vie riche en espèces fauniques et végétales. Pour certaines espèces animales de batraciens et d'insectes, il représente un lieu de transition ou un endroit pour s'alimenter ou se réfugier. Tandis que pour d'autres, il est l'habitat unique et essentiel pour leur survie. C'est pourquoi il faut préserver et conserver ces habitats. Les milieux humides ont des limites en termes de purification du milieu. Il est à considérer qu'une atteinte à cet organe de façon importante engendrerait des dégâts majeurs, voire même irrévocables, tels la mort du milieu. Il faut donc prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'irréparable, soit adopter des pratiques respectueuses du milieu et de l'environnement. On a l'avoine, l'orge, le blé et le soya. Dans le blé, j'ai du blé animal de semences, puis j'ai du blé humain de semences. Dans le soya, la même chose, j'ai du blé humain semences, puis j'ai du blé Rotop Ready OGM semences. OK. Et de quelle façon vous vous occupez de toutes ces cultures différentes? Parce que j'imagine que c'est pas pareil de s'occuper du soya que du blé, là. C'est ça. Moi, je fixe surtout selon la demande de semences qu'ils me donnent à faire. Les compagnies, je fais de la semence pour 3 compagnies. J'ai Semican, j'ai William Wood, j'ai Semences Progrès. Au printemps, on s'appelle, début printemps, fin hiver, voir quel ancrage on prend à me donner à faire. Donc, la quantité de soya change à chaque année sur vos terres? Oui, soya, ça change. La quantité d'avoine et tout, ça change. D'orge et de blé. OK. Comme l'année passée, j'avais fait du blé commercial humain. Cette année, je n'ai pas fait. Ça ne donnait pas dans mes rotations. Et quelles sont les étapes pour les cultures que vous avez? Après, mec qui m'a donné les ancrages à me donner, bien, je fais mes plans de semis. Ensuite, bien, c'est au champ. J'essaye souvent différentes méthodes. J'ai le labo. J'essaie de faire de moins en moins. OK. Et vous commencez en avril votre travail? Avril, cette année, on a commencé le 26 avril à commencer à semer. On a commencé à la RC un petit peu juste quelques jours avant. On a fait 26, 27, puis après ça, on a fini en mois de mai, 15 de mai environ. OK. Puis vos récoltes, c'est tout au long de l'été? Ça commence 2, 3 août, 6 août, puis ça s'en va jusqu'en octobre.
différents. Soit c'est la première souvent, je fais du mil de semences et tout. Le mil est en premier, après ça, c'est l'orge, l'avoine puis le blé. Le soya, ça va en dernier de tout. Et justement, le soya, il n'y en a pas beaucoup ici dans la région. C'est quoi les avantages d'avoir une production comme celle-là? Moi, c'est pour couper mes rotations surtout. Puis, j'ai une plus-value en fouissement parce que tout le feuillage, la tige, ça s'en va au sol. Puis, ça ne fixe l'azote au sol. Puis, c'est pas mal plus facile pour moi pour établir ma rotation ensuite pour amener d'autres espèces ou d'autres cultivars dans le champ. Je peux ramener de l'avoine ensuite, puis du soya, pas du soya, de l'orge ou du blé. OK. Pourquoi avoir choisi justement de la culture comme ça, des grandes cultures de blé et de soya, d'orge? J'aime bien la grande culture, puis on a les meilleures terres de la région. C'est du long, argileux, puis ça pousse très bien. Puis, Oui, justement, ça, c'est le côté pratique, je pense, d'être près du fleuve comme ça. t'as près du fleuve, tu as le fleuve qui nous réchauffe longtemps l'automne. Ensuite, c'est une terre qui n'a pas de roche. Avoir ses chaises, on en a qui a des terres qui vont jusqu'à 3000 pièces de l'or. Je trouve que c'est assez onéreux pour d'être dans le coin parce qu'on est juste pour du maïs, mais pas trop juste même. Mais pour les autres cultures, ça va très, très bien, là. Quelle quantité vous sortez de vos récoltes? Cette année, j'ai plus de variétés, mais moins d'ancrage de chacun. Mais mes rendements globaux, j'ai dans l'avoine, l'orge, tout ça, je peux calculer à peu près 1,5 tonne à l'acre. Le blé, je fais 1 tonne 3/4, 1 tonne 0,8. Dans le soya, on roule autour d'une tonne, 1 tonne 0,2 OK. à l'acre, ça. Et justement, avec toutes ces terres-là, vous avez sûrement besoin d'employés pour vous donner un coup de main. Oui, de plus en plus, ou de moins en moins, j'y touche là, à OK. mes cultures. J'ai un employé à plein temps qui est dans le champ, puis j'en ai un autre qui chevauche le plan de criblage, puis il vient l'aider ou il fait des livraisons, là. Ça fait qu'il y en a 2 à plein temps quasiment à l'année longue pour ça. Ça, c'est de l'orge. Ça, c'est de l'orge. OK. OK. À 2 rangs, à 6 rangs. C'est Ça, ça. c'est du bleu. Si tu prends ton grain, ici, regarde, si ton grain il est fait de même, c'est de C'est l'orge. le grain, ça. C'est le grain. OK. Tandis Avec- que le bleu, il faut qu'on l'enlève de sa petite couche. Là. C'est ça, t'enlèves la petite couche. Il faut le savoir quand même pour Puis là, connaître tu ça. vois hein? des petites lignes. Ouais, des petites lignes. C'est pas pareil. Une bonne différence. Puis ça, c'est le grain direct. L'autre, il faut qu'il y ait une cuticule qui est en entour. ok. Fait qu'on Moi, je voulais savoir, on parle souvent que, bon, le printemps, il y a la préparation des terres, des semences, tout ça. L'été, la culture, automne, les récoltes. Ouais. Est-ce que l'hiver a une incidence aussi sur vos cultures? Moi, je dirais que oui. De plus, regarde, si on regarde cet hiver, on n'a pas eu un hiver froid. Puis je sais pas si ça vient juste de moi, là. On a fait 2 hivers avec un peu de voix, puis c'est les 2 hivers qui n'ont pas été froid qu'on a eu plus de problèmes côté bestiole, bébite. La quantité de neige, est-ce que ça affecte les terres? Moi, c'est moindre mal parce que j'ai quasiment pas de vivaces. C'est tous des annuels. Ça fait que si ça gèle à profondeur, c'est moins un problème. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a un brise-vent ici pour accumuler plus la neige. Puis il y en a un autre qu'on a fait un peu il y a à peu près 2 ans l'année passée, en croissance. Est-ce que ça fond plus vite parce que c'est dégagé, vous êtes près du fleuve? C'est ça. Le fond plus vite, c'est parce qu'il y a moins de neige. OK. Parce que c'est des grands platins. Fait qu'ils vendent tout le temps, la brocatière. Ça fait que le vent déménage la neige. Ça fait qu'il nous reste à peu près 1 pied maximum, à peu près 6 pouces, 1 pied. C'est pas long à fondre au printemps. Outre la température, justement, on voyait tantôt sur les feuilles des petits pucerons. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Comment vous traitez vos cultures, justement, pour que ça nuit pas trop, là? Ça nuit pas trop. J'ai pas fait de traitement partout cette année. OK? J'étais dans une vague assez forte. Il y a même ici, je suis supposé avoir des piquets. J'ai vu, il y en a un piquet là. Avec le MAPAC, il y a un centre de dépistage de pucerons ici. OK. Fait qu'ils viennent à chaque semaine compter les pucerons qu'il y a par plan. Puis la dernière fois, il y en avait au-dessus de 500 à 600 pucerons par plan. C'est beaucoup. Mais là, on ne savait pas si on devait arroser. Il est revenu une autre journée. Oh, ça n'a pas remonté. Puis là, on a eu une grosse pluie forte, là. Puis ça a tout tombé, les pucerons en terre. Puis là, il en reste à 50 à peu près, 50 à 100 maximum par OK. plan. Et que voyez-vous à long terme pour votre entreprise? Est-ce que vous avez l'intention d'acheter encore des terres, d'agrandir ça, ou ça vous satisfait comme ça? Parce que ça commence à être très, très grand. Et j'ai toujours l'apport de la main-d'œuvre. J'ai de très bons employés. J'ai parlé demain matin. Et
ça me ferait beaucoup de mal parce que là, ils sont habitués à voir comment ça passe. Peut montrer à quelqu'un à nouveau, c'est très compliqué, puis ils n'ont pas toujours les mêmes talents. C'est ça qui me fatigue. Je sais pas s'il y a des terres voisines, je ne manquerai pas d'opportunités, mais aller plus loin, puis d'en acheter un autre, puis être pas sûr qu'il y a du lendemain dû à la main-d'œuvre, tout ça, je pense que je dirais non. La consommation d'huile ou de margarine de canola pourrait réduire de 70 le risque de maladies coronariennes. Elle préviendrait le cancer et certaines pathologies de la peau et du cerveau. Tommy, il faut aller faire le mélange. On va aller faire le mélange. Moi, c'est écrit fin de l'eau ici, là, c'est correct? Toi, t'as repaisé sur le départ? Ouais, Fait que là, on s'en va là-bas, on mélange. on mélange. On mélange. Ta recette est correcte? Ouais. OK. Recette de dosage. Ouais. OK, c'est bon. Tommy, enlève les affaires. OK, fait que tu lèves ça. Ouais. Là, je vais te Ah, la... wow, regarde. Oh, yes! Vas-y, Tommy. Ah, C'est bon? hot, c'est bon. OK, c'est vidé, t'en rebaisses. Oh, yeah! Start! Là, c'est plate, on peut pas voir. Hey, non, mais on a-tu travaillé fort, là, un peu, là? Là, j'ai chaud, là. Moi, vive des ordinateurs. Cathy, il va falloir faire un arrêt. On va faire un test de qualité. Ah oui, faut que j'arrête la machine? Ouais, on va faire un test. Bon. Arrêt machine. Arrêt machine, good. Arrêt machine. Ah, étape de la machine à cube, marche normale. Mais... c'est ça? Je repèse dessus? C'est Correct. correct. OK. Go pour le test de qualité. OK. Ben, vas-y, je te dis. T'es prête? OK. Oui. Ouvert. L'autre bord? Faut que je le laisse comme ça? Tu sais, OK, c'est l'autre bord. c'est beau? Ouais, vas-y. OK. OK. C'est fort, Tammy? C'est bon? Tiens pas? OK. C'est bon, on retourne l'autre bord. Ah! C'est-tu de la qualité, ça? T'as du bon sens, Ça va être du bon Ça sens. va être du bon sens. Ouais, ça va être du bon OK. sens. C'est beau? Oui! Ça va t'aider. C'est tête? Ouais. Ah oui, pousse! OK. OK. Ben là, on fait-tu le cycle contraire? On va le faire à l'envers, ouais. Ouais, comme on a fait. De l'avant. Attends. OK. Oh, ça doit être correct. Ça doit être correct. Je sais pas si c'est un détail. Là. Attends, non, là, tu laisses en haut. Et l'autre. Wow, c'est beau. Good job. Good. Bon, on va retourner voir les machines. Là, Tammy, on peut repartir la machine. Ouais, ben le contrôle de qualité, il a été fait, c'est correct. Fait qu'on starte la machine. On repart départ machine. Départ, machine. Et voilà. Et voilà, la machine est repartie. Bon. Bon, moi, je vais commencer à avoir pas mal de poches en haut à traîner. Là. Ben, c'est ça, là.
Bon. Camille? Oui. Tu vas en envoyer un autre? Tu m'as envoyé un autre petit 40 kilos, là? Je peux pas m'asseoir. T'es prêt? Oh, je suis prêt, moi. Wow. Prêt? Oh, oui, moi, je t'envoie- suis prêt. Tu m'envoies la pousse? Ouais. OK, c'est bon. Non, mais c'est-tu de la belle couture, Attends, ça, un peu? Tabarouette, tu me fais-tu mon bas de pantalon tantôt? Aïe, c'est beau comment j'ai fait Bon, ça? ben, attends un peu, je vais l'envoyer là-bas, là. OK, je vais peser sa Pèse sa pédale. pédale, ouais, on va l'envoyer par en haut. Et voilà. What? OK. C'est bon, à part. OK. Eh bien, c'est ta première push que t'as faite, Cathy. Ouais, tu penses-tu, Ouais. c'est elle? Ben oui, c'est ta première. J'ai même pas besoin de peser sur tout ça. Il faut que j'en mette 25, ces palettes. OK. Prendre un petit verre d'eau. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission sur les grandes cultures. En espérant que vous ne verrez plus votre bol de céréales de la même manière. Alors, la semaine prochaine, nous serons les invités de d'autres producteurs, alors soyez des nôtres. Je m'appelle Martia Caron. Je représente la Seigneurie des Aunais. C'est un site d'interprétation du régime seigneurial. Il y a des visites guidées tous les jours de la semaine. On vend des produits, entre autres la farine biologique qu'on fait nous-mêmes. On a aussi du pain parce qu'on a une boulangerie, une pâtisserie et il y a un restaurant. Saviez-vous que l'utilisation du GPS en agriculture permet d'appliquer les fertilisants, la chaux et les pesticides par zone de champ de manière très précise selon les besoins de la plante en limitant au maximum les pertes dans l'environnement? La Fédération de l'UPA de la Côte-du-Sud est fière d'avoir été partenaire dans la réalisation de cette émission. Pour nous rejoindre, le 418-856-3044.